Bonjour, c'est parti pour l'épisode numéro 3, Offshore, la web-série sur le downwind. Donc aujourd'hui on va aborder un petit peu le matériel adapté à cette pratique. Alors comme je l'ai abordé la dernière fois, une planche longue et étroite, clairement c'est ce qui va permettre une aptitude au décollage qui sera bien supérieure à une planche non dédiée à cette pratique. Donc en règle générale, c'est des planches qui tournent entre 6 et 7 pieds, voire même un peu plus, en fonction des pratiques et des types de plans d'eau. Et un foil d'une surface généreuse pour les débuts, pour générer cette aptitude au décollage, qui va être essentielle, clairement, pour débuter. En gros, il n'y a pas de vol sans décollage, donc au début on priorise vraiment l'aptitude au décollage. Et dans un second temps, on pourra aller chercher des aptitudes un peu plus particulières en termes de glide, de vitesse de déplacement, de manœuvrabilité, etc. Donc typiquement, les tailles de foil recommandées pour débuter, on va dire qu'en règle générale, ça tourne entre 1450, 1400 et 2000 cm² en moyenne. Et un mât de taille modérée, idéalement aussi, qui va générer moins de traînées dans l'eau en fait et faciliter du coup l'aptitude au décollage. Donc typiquement un mât entre 75 et 85 maximum pour débuter. Par la suite, on peut bien évidemment augmenter les tailles de mât si besoin et pour gagner un petit peu en marge de manœuvre, particulièrement quand les vitesses de déplacement commencent à augmenter. Ça intervient souvent dans un second temps de toute façon. Donc pareil pour la surface des foils qu'on peut se permettre de réduire dans un second temps, dans les conditions très musclées ou si on est vraiment un gabarit plus léger aussi. Ça va avoir une influence, mais de manière générale, il vaut mieux débuter avec du matériel confortable sur l'aptitude au démarrage. Cette aptitude au démarrage, elle va aussi permettre, en plus de générer une bonne portance à basse vitesse pour décoller, de générer des options de trajectoire, même si on ne lit pas très bien le plan d'eau au début, pour retrouver des sources d'énergie sur le plan d'eau, sans avoir pour autant pris nécessairement la trajectoire idéale. Donc ça va jouer aussi beaucoup dans ce genre de cas de figure pour éviter de poser entre temps et de repartir pour une nouvelle phase de démarrage. Donc on va essayer de rallonger au maximum la longueur des vols dans un premier temps. Donc il faut tout faire pour se faciliter la tâche et générer cette portance à basse vitesse. Dans un second temps, de la même manière, la vitesse de déplacement va permettre, et le glide du coup aussi du foil va permettre d'avoir des options de trajectoire qui vont être plus variées. Et en règle générale, les foils un peu plus perf vont aussi être plus manœuvrants, donc on va pouvoir beaucoup plus jouer aussi sur le plan d'eau. C'est-à-dire aller mettre des turns à droite à gauche sur différentes parties de la houle en fait, qui vont se présenter à nous sur le parcours. Donc l'idéal c'est d'essayer de trouver le setup qui va être le plus confortable pour débuter dans un premier temps, bien identifier, bien rallonger ses phases de vol. Quand on arrive à voler plusieurs dizaines de minutes sans poser, clairement on peut commencer à envisager d'aller descendre un petit peu en taille de foil et aller chercher des choses un peu plus jouables. Alors concernant la gestion des trajectoires, en fonction de la taille de la houle et des bumps du coup, en fait on va avoir des trajectoires qui peuvent être assez différentes les unes des autres. De manière générale, dans les houles de taille et de vitesse modérée, en fait, on va dire, donc plutôt dans les petites houles, la vitesse de déplacement en fait, du foil, normalement, peut matcher assez facilement la vitesse de déplacement de la houle. Donc, on va avoir des options de trajectoire qui vont être plus variées. On arrive à rester plus longtemps, normalement, dans les mêmes bumps et dans les mêmes trains de houle. Et on a une meilleure capacité aussi à tourner dedans. Pour autant, il est important de comprendre que toutes les nouvelles sources d'énergie sont beaucoup plus souvent derrière soi plutôt que devant soi. Si on cherche à rejoindre un bump devant, parce qu'on a l'impression qu'il est en train de nous échapper ou d'aller un peu plus vite que nous, en général, ça va être une grosse dépense d'énergie pour aller chercher cette source d'énergie devant soi. Donc là, le meilleur réflexe à avoir, ça va être de tourner à droite, légèrement à droite ou légèrement à gauche, pour se retrouver sur le train de houle qui va être juste derrière. Et comme par hasard, en fait, en engageant un virage, vu que cette houle se déplace en même temps, on se retrouve vraiment une seconde après sur la source d'énergie suivante. Si en faisant le petit virage à droite ou à gauche, la source d'énergie ne revient pas tout de suite, on a juste à continuer à pomper en fait, en direction de la droite ou en direction de la gauche, et on va croiser automatiquement un bump dans les quelques secondes après
qui va te permettre de faire un petit virage de repositionnement et ensuite de retrouver un petit peu d'énergie pour pouvoir se reposer sur cette fameuse source d'énergie suivante. Donc c'est vraiment un jeu de sortir d'une source d'énergie, pomper un tout petit peu si besoin pour en retrouver une autre et se remettre dans l'axe. Donc en général, on sort à droite ou à gauche de cette source d'énergie. Dès qu'on en a retrouvé une, on se remet dans l'axe, dans la descente en gros, pour profiter de cette énergie un peu gratuite et sur laquelle on peut retendre les jambes et ne plus se fatiguer les jambes. Dans des conditions de houle un peu plus grosses, on est beaucoup plus souvent amené à sortir des sources d'énergie. Ça, c'est une première chose. Dès que la houle est grosse, en général, il y a une vitesse de déplacement de cette houle qui est aussi plus élevée. C'est beaucoup plus difficile de rester longtemps dans cette source d'énergie, continuer à surfer dedans pendant plusieurs minutes. Donc, pareil, l'anticipation va vraiment être importante parce que même avec des vitesses de déplacement très élevées, et ben en gros, on a vite fait de se retrouver à être happé par la houle derrière, en fait, en gros, et se retrouver à être en train de pomper plutôt que d'une pente descendante, une pente qui va être une montée, en fait, en gros. C'est pour ça que c'est très important de vraiment changer sa trajectoire et vite partir de côté pour retrouver une pente qui va être, elle, descendante. Et naturellement, toutes ces gestions de trajectoire vont vraiment prouver à quel point il est important d'avoir un foil qui va être assez manœuvrant, même si ce foil, le choix qu'on aura fait aura principalement été pour maximiser l'aptitude au décollage. L'option de manœuvrabilité en fait, dans ce foil, elle va vraiment être importante. Donc faire le bon choix de stabilisateur et d'avoir un foil qui reste assez manœuvrant va être important parce qu'on ne fait que se repositionner. On fait tout un tas de turns qui vont être des virages fonctionnels, en fait, ni plus ni moins, de repositionnement dans la houle. Donc gardez ça en tête. C'est aussi pour ça qu'on n'utilise pas des mâts de très grande taille, des mâts de 1 mètre ou plus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, la gestion de hauteur du mât est un facteur qui est assez facile finalement à gérer parce qu'on ne franchit pas 10 vagues en 2 secondes. En fait, clairement, on est sur un train de houle pendant quelques secondes, puis un autre train de houle pendant quelques secondes. Du coup, la gestion de hauteur de mât, elle n'est pas si compliquée que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, on n'a pas besoin de ces grandes tailles de mât qui, en l'occurrence, en général, rendre le foil beaucoup moins manœuvrant. Donc, important de garder une taille de mât modérée. Alors, chez AFS, pour débuter, on a dans la gamme Performer des produits qui sont vraiment intéressants parce qu'ils ont ce mix entre aptitude au décollage, maniabilité et glide. Donc je pense qu'on peut considérer qu'à partir du Performer 1450 pour un petit gabarit, c'est un setup qui peut bien fonctionner. Donc ça ferait un setup avec Performer 1450, fuselage Performer et tout ça avec un mât Performer 78 ou un mât Performer 85, mais pour débuter je conseillerais plutôt le 78. Bien évidemment, les tailles au-dessus du Performer 1450 sont clairement intéressantes et là en fonction de son gabarit, un tout petit gabarit, forte condition de vent par exemple, 1450 ça peut être une option intéressante. Pour débuter pour un gabarit moyen, je dirais plutôt 1650 voire même 1900. Un gabarit plus léger, vraiment en dessous de 60 kg, ça peut être 1450 par exemple. Toujours avec ce mât 78 et toujours avec ce stab 245 qui est vraiment intéressant. Il a un ratio aptitude au pumping, glide et maniabilité qui est juste parfait pour ces tailles de foil. Et pour les pratiquants aguerris en downwind, là, clairement, on est tous à la recherche d'un niveau de performance qui va être supérieur. En général, la problématique de l'accessibilité au démarrage, elle finit par un peu disparaître. On sait qu'on va démarrer tôt ou tard. On peut être patient parfois sur un plan d'eau et démarrer au bout de quelques minutes, mais là, on va chercher vraiment à maximiser les performances une fois en l'air. Parce que, déjà d'une part, parce que la durée des downwind et les distances parcourues vont vraiment augmenter de manière significative. Et puis là, je peux vous parler en exclusivité là, de la grosse nouveauté chez AFS Advanced dans la gamme de foil. C'est ce Puron 100 qui est un high aspect clairement marqué. C'est un aspect ratio 11. Donc ça, c'est un aspect ratio qui est vraiment assez élevé pour ce type de surface de foil. Et il a une aptitude à la glisse, maniabilité, bonne aptitude au décollage clairement, mais après vraiment un ratio glide, contrôle, maniabilité qui est assez exceptionnel. Et ça permet vraiment de rallonger les downwind à l'infini. On peut vraiment se retrouver à faire des distances beaucoup plus élevées en dépensant finalement assez peu d'énergie et tout en gardant en fait une aptitude au virage et à vraiment rendre ces downwind très joueurs.
qui est juste assez incroyable. On avait vraiment du mal auparavant à combiner un foil qui avait des aptitudes de glisse exceptionnelles avec une maniabilité vraiment intéressante et agréable. Et là, on arrive vraiment à combiner les deux en fait en même temps. Auparavant, les aspects ratios très élevés, on avait du mal à compter sur la maniabilité en plus. Et là, on combine vraiment les deux, donc c'est assez grandiose en Darwin, clairement. Super foil. Et concernant les planches, du coup, dans la gamme AFS Advance, on a développé les Blackbird 6.2 et 6.4. La 6.4 fait 23,5 de large pour 110 litres, donc pour un débutant, de toute façon, c'est en règle générale la 6.4 qui va être la planche la plus appropriée pour un gabarit entre guillemets normal. Pour un tout petit gabarit, typiquement moins de 60 kg, la 6.2 peut être une option pour démarrer sans problème. Et la 6.2, moi je fais un peu plus de 75 kg, j'utilise la 6.2 qui fait 90 litres et 21,5 de large. En fonction de son background, en fait, en sup tout court ou en sup de vague, le choix le plus raisonnable sera en général de garder un litrage à peu près comparable à ce qu'on avait l'habitude d'utiliser en sup classique de vague. Donc quelqu'un qui ride typiquement une planche autour des 110 litres sur un sup de vague classique, bien évidemment la 6.4 Blackbird sera parfaitement adaptée. Quelqu'un qui a eu une capacité à descendre en dessous des 100 litres en termes de litrage, la 6.2 sera parfaite. Donc il y a une notion de gabarit, mais il y a une notion de niveau de pratique aussi qui va permettre de faire le choix le plus raisonnable, en fait, on va dire. De manière générale, il vaut mieux prendre un petit peu plus gros qu'un peu plus petit, en fait, quand on est dans le doute, ça c'est clair. Mais après la 6.2 a clairement un niveau d'efficience qui fait que on peut être un petit peu effrayé au préalable par l'étroitesse de ces planches-là et aussi leur litrage qui peut paraître modéré, mais faut pas oublier qu'il y a un foil en dessous, donc déjà en termes de stabilité, le foil apporte beaucoup. Il y a vraiment un effet quille qui est apporté par le foil, encore plus avec des foils de grande envergure et grande surface de manière générale. Donc c'est pas aussi instable que ça peut le paraître en fait en gros. Et c'est surtout des planches qui seraient absolument unrideables s'il n'y avait pas un foil en dessous, puisque la stabilité générée par l'effet quille du foil est très importante. Alors pour bien s'habituer à une planche, du coup, dans ces catégories de pratique, clairement l'idéal c'est de savoir un peu ramer dessus, de s'entraîner à ramer déjà sur le plat en fait avec. Pas nécessairement d'être obligé de savoir faire un démarrage sur le flat et de monter sur le foil avec, mais ne serait-ce que déjà se balader un petit peu avec la planche sur du plat avec le foil dessous pour générer une bonne technique de rame, déjà ça va être clairement quelque chose qui va beaucoup aider. Bien évidemment, quand on va sur un plan d'eau où il y a un downwind qui va être possible, le plan d'eau est plus agité, donc l'instabilité va être plus marquée avec la planche. Donc déjà de comprendre un petit peu l'équilibre général de la planche sur le plat, ce sera un gros plus, ça c'est sûr. Donc ça c'est vraiment le conseil de base que je peux donner. Et par la suite, bien évidemment, le niveau de stabilité qu'on va ressentir de cette même planche, au bout de 2 ou 3 sorties, il va augmenter, on finit par être très à l'aise sur sa planche alors que dans les premières sessions, ça peut paraître difficile à aborder.